Bonjour à vous tous, j'espère que ça va bien. Donc, on est dans la vidéo du 1er avril, votre cours du jeudi 1er avril, qui je vous rappelle est en mode asynchrone. En tout cas, si vous regardez la vidéo, vous êtes en pleine connaissance de cause. On va poursuivre le chapitre 12-13 dans cette vidéo aussi, donc le module 2. Donc, en vue de votre examen 2, qui est, je vous le rappelle, le 8 avril, jeudi le 8 avril. Ce sera la dernière matière en vue de cet examen-là, du moins s'il y a des notions du 6 avril qui seront dans l'examen du 8. Je ne vais pas oublier de vous le mentionner de façon rigoureuse pour que ce soit bien clair. Mais si tout se passe bien, que ça va au rythme que je crois que ça va aller, cette vidéo aussi sera la dernière matière en vue de l'examen 2 du 8 avril. Voilà, je vous rappelle un peu ce qu'on a vu là, aujourd'hui, 31 mars. On a entamé ce chapitre-là sur la trigonométrie. Donc, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est les rapports trigonométriques, donc les rapports là, dans les triangles rectangles, donc les rapports qui sont constants selon un certain angle donné à l'intérieur des triangles rectangles. Là, c'est ce qu'on appelle le sinus, le cosinus et la tangente d'un angle. Donc, je ne vous les redis pas, ils sont tous ici. Vous avez aussi d'autres rapports qui sont pas moins importants, mais moins utilisés. La cotangente, la coséquente et la séquente de ces angles-là. Donc, on avait utilisé ça pour résoudre certains problèmes contextuels, surtout. C'est ce qui m'avait intéressé le plus ici. Donc, lorsqu'on a des problèmes qui font intervenir des triangles rectangles et qu'on a certaines mesures à l'intérieur de ces triangles rectangles-là, c'est-à-dire un angle et une mesure, ben à ce moment-là, on est capable de déterminer l'ensemble des autres mesures qui sont à l'intérieur de notre triangle rectangle, c'est-à-dire les deux autres mesures des côtés et même les autres angles. Ce qui n'est pas très difficile si votre triangle est rectangle et que vous savez que la euh, somme des mesures des angles internes des triangles se somme à 180 degrés. Donc, on a fait ces numéros-là et on avait aussi parlé des rapports trigonométriques inverses, donc de l'arc sinus, arc cosinus et arc tangente. Donc, lorsque je connais un rapport entre deux mesures dans des côtés de triangle rectangle, est-ce que je peux connaître l'angle qui est associé à ça? Bien entendu, on utilise les rapports trigonométriques inverses pour faire ça. On avait fait un exemple et un exemple que j'avais dit que j'allais revenir dessus, donc je vais revenir dessus la semaine prochaine. J'étais rendu au point 12.6, page 441 de votre volume. OK? Donc, je vous rappelle que ce qu'on a vu aujourd'hui, le 31 mars, c'est qu'on a vu les rapports trigonométriques sur des triangles rectangles seulement. Okay? Au même titre que le théorème de Pythagore, il est utilisable seulement lorsque vous avez des triangles rectangles. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des triangles qui n'ont pas d'angle de 90 degrés? Est-ce qu'il existe des outils qu'on peut utiliser quand même pour résoudre ces triangles-là? Bien, certainement, on va avoir deux. On va voir la loi des sinus et la loi des cosinus. OK? Donc, je vais commencer par vous présenter ces deux lois-là. Ensuite de ça, on va les utiliser pour résoudre des problèmes reliés aux triangles qui ne sont pas rectangles. Euh, donc, voilà. Donc, voici la loi des sinus juste ici. Peu importe le triangle que vous avez, rectangle ou pas, la loi des sinus qui est présentée ici est respectée. Okay? La loi des sinus, c'est quoi? C'est le rapport entre le sinus d'un angle et la longueur de son côté opposé. C'est la même pour tout angle du triangle. Okay? Donc, vous voyez le triangle ABC que j'ai dessiné ici, qui n'est pas un triangle rectangle. En fait, il pourrait l'être, ça serait tout aussi vrai. La loi des sinus est tout aussi vraie pour les triangles rectangles, mais on ne l'utilise pas vraiment pour les triangles rectangles, puisqu'on a les rapports trigonométriques pour les triangles rectangles. Donc, pour un triangle qui est ici, qui est quelconque, si vous prenez un angle, disons l'angle A, sans perte de généralité. Donc, si on prend l'angle A et qu'on calcule son sinus et qu'on le divise par la longueur de son côté opposé, bien cela sera égal au sinus d'un autre angle divisé par son côté opposé également. Okay? Donc, le rapport entre grand A et petit a est le même que le rapport entre grand B et petit b, sin de grand B par petit b. Et on peut généraliser avec le troisième côté aussi, bien entendu. Si on prend le sinus de l'angle C qui est ici, qu'on le divise par la longueur de son côté opposé, l'égalité est respectée encore une fois. Donc, le rapport entre les sinus des angles et leur côté opposé est constant dans chacun des triangles. Bien entendu que si le rapport est constant, on peut aussi permuter numérateur et dénominateur.
et l'égalité reste respectée. Donc, vous pouvez prendre le sinus divisé par la longueur du côté, ou vous pouvez prendre la longueur du côté divisé par le sinus. Donc, vous pouvez prendre ça ici ou ça ici, et c'est des égalités qui sont respectées. OK? Même chose pour la loi des cosinus. Donc, la loi des cosinus s'applique à n'importe quel triangle, en particulier les triangles rectangles si vous voulez l'utiliser, mais en général, on utilise la loi des cosinus lorsque les triangles ne sont pas rectangles. Donc, j'ai redessiné le même triangle ici, le triangle ABC, avec les côtés opposés, les lettres en minuscules. Pour n'importe quel triangle, la mesure du côté élevé au carré est toujours égale à, puis là, ben, je vous donne la formule qui est ici. Ce n'est pas élémentaire d'écrire ça en langage courant là, quand même. Là. Donc, si vous voulez connaître la mesure de A, OK, donc de A au carré, si vous connaissez la longueur O élevé au carré, vous n'avez qu'à prendre la racine ultimement pour connaître la longueur qui est là. Vous avez A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2 fois le produit de B et C multiplié par le cosinus de l'angle A. Okay? Donc, de l'angle qui est opposé à cette mesure-là. Et c'est vrai pour n'importe quelle autre mesure dans votre triangle qui est ici. Donc, si vous voulez connaître la mesure de B, okay, donc vous savez donc que B au carré est égal à A au carré plus C au carré. Donc, la mesure, la somme des carrés des deux autres longueurs dans votre triangle rectangle, moins 2 fois le produit des deux, multiplié par le cosinus de l'angle qui est opposé à votre côté qui vous intéresse. Okay? Puis, tiens, tant qu'à être rendu ici, il ne m'en reste qu'un seul. Même chose si vous voulez connaître la longueur de C, bien, vous savez que C au carré est égal à la somme des deux autres carrés, OK, moins 2 fois le produit, fois le cosinus de l'angle opposé qui est C. Okay? Donc, c'est des outils que vous avez maintenant le droit d'utiliser pour résoudre des problèmes faisant intervenir des triangles. Donc, pas nécessairement des triangles rectangles. Est-ce que ça marche si le triangle est rectangle? Bien entendu que ça marche si le triangle est rectangle. Regardez bien ça. Si le triangle est rectangle, j'ai le côté A, le côté B et le côté C ici. Donc, j'ai un angle droit ici que je vais appeler grand C. Ici, je vais avoir un angle que je vais appeler grand B. Et ici, un angle que je vais appeler grand A. Si on utilise la loi des cos là-dessus, on va avoir quoi? On va avoir C carré égale A au carré plus B au carré moins 2AB multiplié par le cosinus de l'angle C. Le cosinus ici de l'angle C, c'est le cosinus de 90 degrés. Allez sur vos calculatrices, mettez votre calculatrice en degrés, faites le cosinus de 90 degrés, vous devriez avoir un beau gros zéro. Okay? Donc, lorsque le triangle est rectangle, non seulement la loi des cosinus fonctionne, mais tout ça est égal à 0. Et qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste C au carré égale A au carré plus B au carré. Ça nous rappelle notre bon vieux théorème de Pythagore. Donc oui, la loi des cosinus et la loi des sinus fonctionnent lorsque les triangles sont rectangles, mais c'est d'autres outils qui découlent de là à ce moment-là. C'est les rapports trigonométriques et Pythagore qui découlent de ça à ce moment-là. Okay? Donc lorsque le cosinus de votre angle, c'est le cosinus de 90 degrés, bien, tout le reste s'annule, il vous reste juste votre théorème de Pythagore. C'est intéressant. On va utiliser ce qu'on vient juste d'apprendre pour résoudre deux problèmes avec des triangles. Donc, j'en ai un ici, qui est tout simplement de trouver la longueur qui est là. Et ensuite de ça, un problème appliqué avec la tour de Pise. Trouver la valeur de x dans le triangle suivant. Donc là, et je cherche une mesure. Donc, lorsque vous cherchez une mesure, vous savez que ce n'est pas un angle que vous cherchez. Donc, c'est pas, vous allez utiliser ici la loi des cos, excusez-moi. Donc, lorsque vous cherchez une mesure, vous allez utiliser la loi des cos. La loi des cos, elle dit quoi? Elle dit que x au carré, la mesure qui m'intéresse élevée au carré, va être égale à la somme des deux autres carrés, des deux autres côtés élevés au carré, donc 31,7 au carré, plus 18,2 élevé au carré, moins 2 fois le produit de ces deux côtés-là, 31,7 fois 18,2, multiplié par le cosinus de l'angle qui est opposé à ce côté-là. Ici, je le connais. Mon angle, c'est 42 degrés. Il aurait pu arriver une situation qui aurait fait que je ne l'aurais pas connu, mais il aurait fallu que je le déduise à l'aide d'un autre outil. La loi des sines, peut-être, ou
un autre outil, la somme des mesures internes d'un triangle égale 180 degrés, par exemple. Donc, un outil quelconque qui aurait pu m'aider ici. Il ne nous reste plus qu'à évaluer tout ça. Je vais vous écrire les grandes lignes. Donc, ça ici, ça fait 1004,89 plus 331,24 moins 1142,96 multiplié par le cosinus de 42 degrés fait 0,74. Donc, on a x au carré égale, lorsqu'on fait ce calcul-là, je vais vous écrire le petit bout qui est là pour commencer. On a 1336,13 moins 845,79. Et on aura x au carré égale 490,34. Donc, je connais la mesure de x au carré. Je peux donc trouver la mesure de x en prenant la racine. Donc, la racine de 490,34, ça fait 22,14 mètres. Faites attention, je sais que ça fait plusieurs fois que je vous le dis encore. Si vous tombez face à un tel problème, x au carré égale une certaine valeur, si on ne travaille pas dans un contexte, il y a deux solutions à cette équation algébrique-là. X au carré égale 490,34. Ça veut dire quel est le nombre que je multiplie avec lui-même pour obtenir la valeur en tant que telle de 490. Mais il y a deux réponses à ça. Et il y a x égale plus ou moins la racine de votre 490. Okay? Mais là, je travaille dans un contexte. X mesure quelque chose dans le monde physique dans lequel on vit. C'est une longueur dans un triangle. Une longueur ne peut pas être négative. J'ai donc rejeté, bien entendu, la longueur qui est négative et j'ai gardé le côté positif seulement de ma solution. Donc, 22,14 positif. Okay? Donc, faites attention. Je sais que je le dis souvent, mais lorsque vous tombez devant de telles équations, il existe deux solutions. Hein? C'est une équation, ça peut représenter une parabole et on cherche les deux valeurs qui font en sorte que ça égale 490. Il existe deux valeurs. Vous savez qu'il existe deux solutions. Voilà pour ce numéro-là. On a trouvé la mesure de l'angle qui était la mesure du côté qui était ici. Le triangle n'était pas nécessairement rectangle ici. En fait, on ne connaît pas les mesures des angles. On n'en connaît qu'un seul, mais on était capable de déduire quand même à l'aide des deux autres mesures la mesure du troisième côté. Et numéro 2, peut-être un peu plus intéressant, un numéro appliqué. Donc, on a la tour de Pise qui avait initialement une hauteur de 56,24 mètres. La tour de Pise, comme vous le savez, est maintenant rendue inclinée. Donc, habituellement, nos buildings, nos infrastructures forment un angle de 90 degrés avec le sol, bien entendu. C'était le cas pour la tour de Pise à l'époque. Maintenant, elle est rendue inclinée. Donc, on n'a plus à faire un triangle rectangle lorsqu'on calcule certaines mesures dessus. OK? Qu'est-ce qu'on dit ici? Sachant qu'à une distance de 37,5 mètres de la tour, on observe son sommet avec un angle de 60 degrés. Déterminer l'angle d'inclinaison que forme maintenant la tour de Pise avec le sol. Et en B, on va déterminer la distance entre nous et le sommet de la tour. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est le plus grand côté de ce triangle-là. Donc, on va commencer par déterminer qu'est-ce qu'on cherche. On cherche θ, qui est l'angle d'inclinaison entre la tour de Pise et le sol. Donc ici, quand on cherche une mesure d'angle, la plupart du temps, on va chercher ça avec la loi des sinus. Okay? Donc la loi des sinus va me dire que le sinus de θ divisé par la mesure de son côté opposé, que je vais appeler, OK, si j'avais appelé ça x, divisé par x serait égal, et là j'ai une autre mesure d'angle ici, j'ai 60 degrés. Sin de 60 degrés divisé par 56,24 mètres. Mais là, le problème ici, c'est que j'ai deux inconnus. J'ai x et j'ai θ. Je vais donc devoir utiliser une autre stratégie. C'est impossible d'aller résoudre cette équation-là. J'ai deux inconnus. L'angle est inconnu et son côté opposé est inconnu. Je ne peux donc pas utiliser cet outil-là. Je vais devoir utiliser une autre stratégie.
Puis là, je vais aller me demander, est-ce que c'est possible d'aller trouver l'autre angle qui est ici, que je pourrais appeler phi? Si je trouve cet angle-là, je saurais donc que θ serait égal à 180 moins les deux autres mesures que j'ai trouvées, les deux autres mesures d'angle. À ce moment-là, je serais capable de déduire θ. Et c'est ça que je vais utiliser. Je vais regarder si c'est possible d'aller trouver la mesure de phi. Je sais que le sinus de mon angle phi, divisé par la mesure de son côté opposé, c'est 37,5 mètres, est égal au sinus d'un autre angle, 60 degrés, divisé par la mesure de son côté opposé, 56,24. Alors là, ça, c'est possible de résoudre ça. C'est une équation avec une seule inconnue. Donc, on est capable de résoudre s'il y a une solution et s'il y aura très certainement une solution. OK? Donc là, on va avoir besoin des fonctions trigonométriques inverses pour résoudre ça aussi. Puisque notre inconnu, c'est la mesure d'un angle. Il suffit d'aller ici, d'isoler sin de phi pour commencer. Donc, on va écrire sinus de phi. Donc, cela implique que sinus de phi va être égal à 37,5 fois le sinus de 60 degrés divisé par 56,24. Donc, je n'ai fait rien d'autre que tout multiplier par 37,5. Et ça donne 0,58. Donc, j'ai le sinus de phi qui égale 0,577, comme ça. Donc là, j'ai ma fonction sinus qui est appliquée à mon angle phi. Et ça me donne une valeur numérique 0,577. Donc, pour quel angle est-ce que j'ai le sinus de un sinus égal à 0,577? Donc, pour trouver la valeur de phi, donc phi est associé à une fonction sinus, je dois faire la fonction inverse, c'est-à-dire la fonction arcsinus pour aller chercher le sinus qui est lié, pour aller chercher le phi qui est lié dans le sinus. Excusez, je déparle un peu, il commence à être tard. Donc, pour aller chercher le phi à l'intérieur, je dois appliquer la fonction arcsine de 0,577. Assurez-vous d'avoir votre calculatrice en degrés si vous voulez avoir une réponse en degrés. Pour l'instant, on n'a toujours pas parlé des radians, donc je vous suggère de mettre votre calculatrice en degrés. Et ça devrait vous donner une mesure de 35,3 degrés. Donc, l'angle phi est égal à 35,3 degrés. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ben non. On nous demande l'angle d'inclinaison, donc on nous demande de trouver la valeur de θ. On est capable de le déterminer, de le déduire. On sait que si on prend 180 et qu'on soustrait les deux mesures qu'on connaît, ça va nous donner la dernière mesure de l'angle qui nous reste, qui est θ. Et ça va donner 84,7 degrés. Donc, l'angle d'inclinaison de la tour de Pise est de 84,7 degrés. Donc, habituellement, les tours sont complètement droites, avec un angle droit de 90 degrés. Eh bien, la tour de Pise, vu qu'elle s'est effondrée un petit peu, s'est inclinée un petit peu, son angle par rapport au sol est de 84,7 degrés. Et au numéro B, on nous demande de déterminer quelle est notre distance avec le sommet de la tour. Okay? Donc, ici, on pourrait utiliser la loi des cos. On pourrait encore utiliser la loi des sines. Ici, on n'a pas de problème puisqu'on connaît tous les angles là-dedans et on connaît presque toutes les mesures. Il manque juste celle-là qu'on connaît. Vous pouvez utiliser la loi des cos, la loi des sines. Je vais utiliser ici la loi des sines encore une fois. Vous allez voir, c'est très simple. Je sais que le sinus de 60 degrés, si je le divise par la longueur de son côté opposé qui est 56,24, sera égal au sinus. Puis là, je vais aller regarder qu'est-ce que je vais chercher. Je vais chercher x. Donc, je vais aller utiliser son angle opposé qui est θ, qui est celui que je viens de déterminer, qui est 84,7 degrés. Si je divise ça par la longueur de son côté opposé, qui est x, je vais avoir le rapport qui va être équivalent à celui de gauche, dans l'égalité qui est là. Je vais déterminer x maintenant en faisant un petit produit croisé. Donc, je vais avoir x égale sin de 84,7. On va multiplier ça par 56,24 et on va diviser ça par le sinus de 60 degrés. Et ça va vous donner 64,66 mètres. 64,66 mètres.
Donc, je suis à une distance de 64,66 mètres du sommet de la tour de Pise. Donc, ce ne sera jamais bien plus compliqué que ça, résoudre des problèmes faisant intervenir des triangles. Qu'ils soient rectangles ou qu'ils ne soient pas rectangles, vous êtes en mesure de trouver, sans faire de jeu de mots, les mesures à l'intérieur de ces triangles-là. En général, vous allez avoir besoin d'au moins 2 à 3 informations à l'intérieur de votre triangle pour déduire n'importe quelle autre mesure dans votre triangle. Ça dépend à quelle mesure vous avez accès. C'est ce qui met un terme au rapport trigonométrique, donc au début de ce chapitre-là. Ces exercices-là sont tout à votre portée à partir de maintenant. Je veux parler un peu de longueur d'angle aussi. Donc, vous pourrez aller faire ces exercices-là, bien entendu. Je vais vous laisser du temps la semaine prochaine pour le faire aussi également, bien entendu. Je voulais parler un petit peu du chapitre 3, donc juste faire une brève introduction. Je vais arrêter là au cercle trigonométrique ou à peu près. OK? Donc, les angles, en général, on mesure ça en degrés. OK? Donc, le commun des mortels, là, la plupart du temps, là, mesure les angles en degrés. C'est pas compliqué. On prend un cercle, on le divise en 360 parties égales et chacune de ces parties égales-là s'appelle un degré. Donc, un tour de cercle complet mesure 360 degrés. OK? La plupart du temps, les angles, on les note avec les lettres grecques θ et phi. Si vous en avez besoin d'un peu plus, si vous avez 3 ou 4 angles dans votre figure, vous pouvez utiliser les lettres alpha et bêta aussi. Si vous en avez d'autres, vous pouvez continuer avec gamma, puis etc. Là. Vous pouvez même les appeler ABC, en fait, on s'en fout un peu, mais par convention, la plupart du temps, on utilise les lettres grecques θ et phi, surtout θ et phi pour les longueurs d'angle. Donc, j'ai parlé d'unité de mesure des degrés, mais on utilise aussi l'unité de mesure des radians lorsqu'on mesure des angles. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous disais, faites attention, mettez bien votre calculatrice en degrés. Vous pouvez aussi la mettre en radians. Le radian, qu'est-ce que ça mange en hiver, un radian? Donc, si vous avez un cercle, OK, d'un certain rayon, donc si on se fait un angle ici qu'on va appeler justement θ, donc cet angle-là, et j'ai un certain rayon ici, à quoi ça correspond l'angle mesuré en radians? Ça correspond à la longueur qu'on parcourt sur la circonférence de notre cercle. La longueur qu'on parcourt sur la circonférence de notre cercle pour parcourir l'angle θ. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Donc, la longueur ici, c'est L. Cette proportion-là, la proportion de la longueur par rapport à votre rayon, c'est ce qu'on appelle le radian, donc l'angle mesuré en radian. On pourrait se questionner à savoir à quoi correspond un tour de cercle complet. À ce moment-là, si on sait que 360 degrés est équivalent à une certaine valeur numérique en radian, on va être capable de faire la conversion d'un bord comme de l'autre. Mais on peut se questionner à savoir L, je vais l'écrire ici, L sur R. C'est ça le radian. Donc le radian, un angle donné en radian, c'est la longueur qu'on parcourt sur la circonférence de notre cercle divisé par le rayon de notre cercle. Mais on va aller se questionner à savoir, c'est quoi un angle de 360 degrés? Un angle de 360 degrés, c'est un tour de cercle au complet. Quelle sera donc la distance qu'on va avoir parcourue sur notre cercle? On va avoir parcouru toute la circonférence de notre cercle. Donc, je vais écrire ça vite comme ça, là. 360 degrés est équivalent à la circonférence du cercle divisé par le rayon. Pourquoi je divise par le rayon? Parce que c'est ça la définition même de ce que c'est qu'un angle en radian. Et la circonférence d'un cercle, vous savez que c'est 2 fois pi fois le rayon de votre cercle. Donc, 360 degrés, c'est équivalent à 2 pi r divisé par r. Et vous voyez à ce moment-ci que les r se simplifient dans l'expression algébrique qui est là. Donc, 360 degrés égale 2 fois pi rad, donc en radian. Donc, un angle de 2 pi rad, 2 pi radian, c'est équivalent à 360 degrés. Ça veut dire qu'on fait la circonférence de notre cercle au complet. On parcourt l'entièreté de notre cercle. On parcourt 360 degrés. Donc, c'est pour ça qu'ici, au dénominateur, vous avez 2 pi rad. Si vous avez un angle divisé par 2 pi rad, ça va vous donner
votre angle divisé par 360 degrés. C'est une conversion que vous pouvez faire pour passer d'une unité de mesure à l'autre. Parce que des fois, je vais vous donner vos angles en radians, des fois, je vais vous donner vos angles en degrés. Il faut s'assurer d'être capable de passer d'un à l'autre. Donc voilà. Voici d'ailleurs un exemple de comment est-ce qu'on peut passer d'une mesure d'angle à l'autre. Voyons, pi rad. On sait que 360 degrés, c'est égal à 2 pi rad. Okay? Donc, si je veux connaître c'est quoi l'angle pi rad, ben, c'est exactement la moitié de 2 pi rad. Donc, pi, c'est la moitié de 2 pi. Ça veut dire que c'est la moitié d'un angle de 360 degrés aussi. Donc, pi rad est équivalent à 360 degrés divisé par 2, ce qui nous donne un angle de 180 degrés. Ça veut dire qu'on parcourt la moitié de notre cercle lorsqu'on parcourt un angle de pi en radian. Je ne veux pas mettre ma petite barre trop basse, je vais vouloir faire un petit exemple complémentaire après. Je vais juste le fermer comme ça. 2 pi sur 3 en radian, donc 2 pi sur 3 rad. On sait qu'un angle de 2 pi, c'est un angle de 360 degrés. Donc, si je veux convertir ça en degrés, je vais écrire 360 degrés divisé par 3. 2 pi divisé par 3 ou 360 degrés divisé par 3, c'est exactement la même chose. C'est un tour de cercle divisé en 3 parties égales. Et si vous prenez 360 degrés et que vous le divisez en 3 parties égales, vous allez avoir un angle de 120 degrés. Maintenant, un angle de pi sur 2 en radian. Pi sur 2 rad. On sait qu'un angle de pi sur 2, on sait qu'un angle de pi, c'est un angle de 180 degrés sur 2. Donc, on divise par 2. Un angle de pi sur 2 en radian, c'est un angle de 180 divisé par 2, 90 degrés. Et finalement, au numéro D, on nous demande un angle de 5 pi sur 6. Donc, un angle de 5 pi sur 6. Je vais écrire 5 pi sur 6 rad égale 5 fois. Je connais la grandeur d'un angle de pi, c'est 180 degrés. Je vais donc écrire la conversion de ça. Divisé par 6. Donc, 5 fois pi divisé par 6 radians, c'est équivalent à 5 fois 180 divisé par 6 degrés. Donc là, il suffit d'aller calculer 180 divisé par 6, multiplier ça par 5. Donc 180 divisé par 6, ça fait 30. Et si on multiplie ça par 5, ça fait 150 degrés. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on passe de l'unité de mesure, des radians au degré. On regarde la proportion de notre cercle qu'on parcourt. J'ai parcouru pi rad, donc j'ai parcouru la moitié de mon cercle, la moitié de 360 degrés, 180 degrés, etc. Voici un petit numéro complémentaire. Disons qu'on veut convertir 60 degrés en radians. Maintenant, donc quelle est la proportion? Comment est-ce que je peux écrire ça? Bien, 60 degrés, donc 60 degrés, c'est 1/6 d'une circonférence d'un cercle. OK? Et une circonférence d'un cercle, OK, c'est 1/6 puisque 6 fois 60 va donner 360 degrés. C'est pour ça que c'est 1/6. Donc, on sait qu'on a, pour un angle de 60 degrés, je le sais que j'ai 1/6, puis je sais qu'une circonférence, un tour complet, c'est 2 pi. Donc, je sais que j'ai 1/6 de 2 pi. Donc, 1/6 multiplié par 2 pi. Si on simplifie un peu cette fraction-là, donc 1/6 multiplié par 2 pi, ça va faire pi sur 3 radians. OK? C'est pas plus compliqué que ça. C'est un petit dernier. 30 degrés en rad. Donc, 30 degrés, bien, premièrement, on pourrait dire que c'est un angle de 60 degrés divisé par 2. Donc, c'est un angle de pi sur 3 et on divise ça en 2. Donc, ça donnerait un angle de pi sur 6. Non seulement ça, mais je pourrais dire aussi que c'est 1/12 de cercle. Donc, 30, si on utilise la même logique que tantôt, 30 degrés
est équivalent à 1/12 d'une circonférence. Donc, c'est le 1/12 d'un tour complet. Donc, c'est 1/12 fois un angle de 2 pi rad. Ça va donc vous donner la même chose, pi sur 6 rad en radian. Comme ça. OK? Donc, voilà comment on passe d'une unité de mesure à l'autre. On va parler du cercle trigonométrique, mais on va parler du cercle trigonométrique, je pense, en revenant de Pâques, donc le 6. Le cercle trigonométrique pourrait être à l'examen, vous allez voir, ce ne sera pas très complexe. Je vais juste compléter cette figure-là avec vous. Essayez de réfléchir. Si j'ai un cercle de rayon 1 dans mon plan cartésien, comment est-ce que je peux déterminer les valeurs, les coordonnées qui sont sur mon cercle en fonction d'un angle? Essayez de réfléchir à ça si ça vous tente. Puis je vais vous montrer tout ça lorsque j'aurai la tête un peu plus reposée mardi prochain, puisque c'est un morceau assez important. Donc, mardi le 6, là, on reprend ça. Donc, je vous laisse aller faire vos exercices. Donc, si ça se veut une introduction, si on veut, au cercle trigonométrique pour commencer, au chapitre 13. Donc, je vous laisserai faire ces exercices-là. Vous en avez quand même en masse pour vous amuser assez longtemps. Je suis persuadé que le congé de Pâques va être suffisamment long pour être capable de faire tous ces exercices-là. Donc, je vous souhaite une belle fin de semaine de 4 jours. Nous, on se revoit mardi, le 6 à 1h.